Et si on nous avait menti depuis le début? Si la clé de la réussite, finalement, c'était pas de travailler dur, de souffrir ou de transformer ses cours en un véritable arc-en-ciel avec une douzaine de surligneurs. On nous a vendu une méthode, une seule. Mais ce n'est peut-être pas la seule, et c'est très certainement pas la meilleure. La vérité, c'est que les meilleurs, ce sont pas forcément les plus intelligents. Non. Ils sont juste plus malins, plus rusés. Ils ont des stratégies, des techniques contre-intuitives que l'école bizarrement garde bien secrètes. Alors aujourd'hui, on va apprendre à pirater le système. Première étape, il faut bien comprendre la grande arnaque des études. Ce mythe tenace qui nous dit qu'il faut souffrir pour réussir. On va le déconstruire ensemble avec 3 armes secrètes. La vitesse, une sorte de paranoïa bien placée, et ce qu'on pourrait appeler la paresse intelligente. D'un côté, on a le mensonge. Des heures de souffrance, la relecture passive qui, soyons honnêtes, ne sert à rien, et une collection de surligneurs impressionnante. Et de l'autre, la vérité. Des stratégies rusées qui misent sur la vitesse et sur une forme de paresse, mais une paresse très, très intelligente. Le choix est vite fait, non? Alors, parlons de cette première arme secrète, la vitesse. Il est grand temps d'oublier ce conseil qu'on nous a tous donné. Prends bien ton temps. On nous le répète sans cesse. Prends ton temps, hein, vérifie bien tes calculs. Eh bien, en fait, c'est une erreur fondamentale. La vitesse, c'est pas l'ennemi de la précision. Au contraire, c'est une arme stratégique. Voilà la méthode. D'abord, on termine le test à toute vitesse, en mode Formule 1. Pourquoi? Pour avoir le temps de faire le truc le plus puissant qui soit, refaire les exercices difficiles, depuis le début. Parce que relire son travail, c'est inutile, notre cerveau est trop fier, il ne voit jamais ses propres erreurs. Mais si on recommence de zéro sans regarder le premier essai, là, on ne tombe pas 2 fois dans le même piège. Et tenez, une petite astuce de tricheur, mais 100% légale. Face à une équation de l'enfer dans un QCM, il ne faut surtout pas la résoudre. Non, on prend un chiffre dans les propositions de réponse, on l'injecte dans l'équation et on voit si ça marche. C'est tout. C'est l'art du raccourci et ça sauve un temps précieux. On passe maintenant à la deuxième stratégie, qui est une véritable phase d'espionnage. Pour gagner, il faut se mettre dans la tête de la personne qui a créé le test. Ce n'est pas un génie diabolique qui a fait le test, hein. C'est sûrement juste quelqu'un de fatigué qui a hâte de finir sa journée pour rentrer regarder Netflix. Et rien que de voir les choses comme ça change tout. Il y a 2 règles d'or. La première, le factuel, c'est un dieu. Une réponse qui ressemble à une opinion, c'est un piège à tous les coups. Le correcteur, il veut des preuves qui sont dans le texte, pas une interprétation personnelle. Deuxièmement, les concepteurs de tests réutilisent toujours les mêmes types d'erreurs dans les QCM. Il faut apprendre à les repérer pour pas tomber dedans comme un débutant. Bon, et maintenant, on s'attaque au gros problème de la procrastination avec une analogie qui vient de la finance. L'idée, c'est de se construire un filet de sécurité. Voilà le concept, le fonds d'urgence académique. Le principe est tout simple, il faut juste être toujours un chapitre en avance sur le cours. Comme ça, le jour où une grosse crise de flemme frappe à la porte ou qu'un imprévu débarque, on a ce petit coussin de sécurité. Pas de panique, pas de stress. Et attention au type de pratique. Refaire 20 fois un exercice facile, c'est super pour l'ego, mais ça ne prépare à rien. Ce qui est vraiment efficace, c'est de faire, disons, 2 exercices, mais de 10 types différents. C'est ça qui prépare à l'inattendu le jour de l'examen. Allez, il est temps de maîtriser l'art de la paresse productive. Il faut faire la différence entre le mouvement, qui est juste brasser de l'air, et le progrès, qui est le fait d'avancer réellement. 3 techniques pour ça. 1. La minute de courage. Pas envie de commencer? Ok, on se promet de travailler juste 60 secondes. Une fois la machine lancée, c'est l'action elle-même qui va créer la motivation. 2. Le raccourci YouTube. Sérieusement, pourquoi s'acharner seul pendant des heures alors qu'une vidéo peut tout expliquer en 5 minutes? C'est de l'efficacité pure. Et 3. Le plus important, le rappel actif. On cache ses notes et on force son cerveau à aller chercher, à extraire l'info. C'est la seule façon de vraiment mémoriser. La volonté, c'est une ressource qui s'épuise très vite. Alors, au lieu de compter dessus, il faut être malin et tricher avec son environnement pour se créer une pression positive. Ce tableau montre bien le contraste. Seul dans sa chambre, la tentation du téléphone est à son maximum. La motivation, elle repose que sur nous. Mais dans un lieu public, un simple regard extérieur peut suffire à nous remettre au travail. La motivation devient sociale, presque par magie. Concrètement, ça donne 2 techniques assez marrantes. La première, la méthode de la honte publique. On va travailler dans un café, la peur du jugement des autres nous force à nous concentrer. La seconde, le time-lapse de la gloire. On se filme en train de travailler. Ça bloque l'accès au téléphone et en plus, ça donne l'impression d'être le héros d'un film sur la réussite. Au fond, la conclusion de tout ça est simple. Le vrai progrès, c'est l'action. Maintenant, tout de suite. Pas besoin d'un agenda hyper sophistiqué ou d'une planification parfaite.
Il faut arrêter de passer son temps à organiser sa vie et commencer enfin à la dominer. Alors, la question finale se pose. Maintenant que ces stratégies sont sur la table, avec cette nouvelle façon de voir les choses, quelle est la première règle absurde et complètement inefficace qu'il est temps de briser?